présidence de l'IEDOM et la direction générale de l'IEOM. Nous sommes très heureux de vous accueillir tous pour ce point de situation sur la conjoncture outre-mer. Le travail que nous allons vous présenter est un travail collectif qui repose sur les contributions des équipes qui travaillent ici au siège, mais aussi dans les agences. Et je signale à cet égard que il y aura dans les jours qui viennent assez rapidement une déclinaison de cette présentation agence par agence dans le territoire de chaque agence. Donc là, vous aurez l'éclairage synthétique d'ensemble et puis il y aura un détail plus spécifique par collectivité dans les jours qui viennent et très prochainement. Nous allons procéder en deux temps. Stéphane et moi allons donc vous présenter le résultat de nos analyses et de nos observations. On a une durée d'à peu près 30 à 40 minutes. On essaiera d'être assez efficace. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange et on se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions. Je m'adresse en particulier aux journalistes qui sont dans la salle. Je ne sais pas si on a prévu de pouvoir prendre des questions à distance, mais on y consacrera un peu de temps. Donc, si on peut donc présenter à l'écran le support qui a été préparé. J'espère que vous m'entendez. Je le dis notamment pour les gens qui sont à distance. On a eu un petit problème technique de réseau ici dans la salle qui fait que on n'a pas de liaison filaire Internet, donc on a été obligé de contourner. On ne peut pas utiliser les micros qui sont dans la salle. Donc je parle fort. J'espère que vous m'entendez suffisamment. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le signaler. On essaiera de trouver une façon de communiquer au mieux. Et puis, j'espère que la situation pourra être rétablie de toute façon assez rapidement. La présentation, nous l'avons intitulée « Entre résilience et incertitude ». Je vais d'abord revenir sur l'année 2022 pour illustrer cette notion de résilience. Alors, résilience, ça vient un peu en écho à ce qu'on a observé en 2022, qui est une année qu'on peut caractériser par une succession de chocs externes, de chocs dans l'environnement international. En réalité, des chocs qui trouvent l'origine dès la fin ou la deuxième moitié de l'année 2021 à travers la hausse des prix de l'énergie, des matières premières, hausse renforcée, accentuée, accélérée par les conséquences de la guerre en Ukraine, et puis d'autres imprévus, le constat que par exemple la gestion de la pandémie n'était peut-être pas aussi fluide qu'on aurait pu le penser de par le monde. Notamment, on a vu des épisodes de refermeture en Chine qui ont pu entraver la dynamique de la croissance chinoise, qui ont pu entraver le bon établissement des chaînes d'approvisionnement. Quand on fait la masse, le bilan de tous ces chocs, on se retrouve dans une situation qui est caractérisée en fait assez rapidement au début de 2022 avec un environnement d'inflation inusité, en tout cas qu'on n'a pas connu depuis 30 ans, ou voire au-delà. Et un environnement à la fois généralisé et massif qui oblige à revoir l'orientation des politiques monétaires et qui amène à s'interroger sur la poursuite de la dynamique de la croissance assez rapide qu'on avait observée en sortie de pandémie. Là, on commence à parler de crainte de récession. Ça, c'est le contexte, et ce contexte, il pèse. Et ce qui est intéressant d'observer, ce sera ma première observation, c'est qu'au fond, les collectivités d'outre-mer, dans ce contexte, ont assez bien résisté. C'est pour ça que je parle de résilience. Le climat des affaires a bien été orienté en 2022, dans l'ensemble, avec donc quelques nuances, quelques exceptions sur lesquelles je reviendrai, mais juste pour bien illustrer ce dont on parle. Là, je me réfère à un indicateur que nous calculons ici aux instituts de climat des affaires,
qui vise à offrir une vue synthétique de plusieurs dimensions de la vie des entreprises, leur activité, leurs effectifs, leur situation financière, leurs investissements, leur carnet de commandes, leur stock. Cette information synthétique que l'on résume sous forme d'un indice que l'on compare à sa moyenne de long terme nous permet d'offrir les constats suivants. C'est que partout, et c'est le sens des courbes, la moyenne de long terme, c'est le trait horizontal noir à 100. Vous observez que partout en fin de période, à fin 2022, on est au-dessus de cette moyenne de long terme. Et pour bien se faire une idée de la façon dont ça fonctionne, vous observez ce qui s'est passé pendant la pandémie. La caractéristique, c'est que toutes les économies plongent à ce moment-là. Donc, en fin 2022, on est au-dessus de la moyenne de long terme, à une exception qui est la Guyane. C'est le trait pointillé bleu dans le panneau de gauche en haut, légèrement en dessous. La Guyane est probablement le territoire qui a le plus subi et le plus directement subi les conséquences de la situation nouvelle donne créée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et notamment avec les conséquences que ça a pu avoir en matière de coopération spatiale. On observe que si on voulait offrir une comparaison entre les différents bassins, que la situation est assez satisfaisante dans l'océan Indien. Elle est également dans l'océan Atlantique, hormis le cas de la Guyane. Alors, dans le Pacifique, on a bien aussi une situation où le climat des affaires est au-dessus de sa moyenne à long terme. La nuance, c'est que, en fait, on est toujours dans une situation où on n'a pas rattrapé le niveau d'activité de la pandémie. Donc, on a progressé, mais il y a encore une marge de rattrapage. On va préciser tout cela dans les diapos suivantes. Je m'arrête un moment sur l'activité. Quand on observe toujours, issu de la même enquête, quand on observe la situation par secteur, on observe que le secteur qui tire l'activité en 2022, c'est le secteur du tourisme, c'est la reprise du tourisme. C'est une reprise généralisée en tout cas dans les territoires qui en dépendent et où cette activité est particulièrement importante. Donc là, c'est le premier constat. Vous observerez aussi qu'à l'inverse, le secteur où la reprise est la moins marquée, même s'il est en reprise, c'est celui de la construction. Donc ça, c'est le constat général. Pour préciser le point sur la situation du tourisme, on peut l'illustrer à travers l'évolution des passagers arrivés par avion, où on voit clairement hein, l'effet de reprise, le mouvement ascendant, en particulier en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion. C'est un peu moins marqué à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et en Guyane. Mais 2022, c'est un mouvement de reprise. Au moment même où on fait le constat que les prix du transport aérien ont fortement augmenté. Vous avez les pourcentages d'augmentation assez spectaculaires, entre 20, 25 et 45% les prix de billets. Ça n'a pas empêché l'afflux, notamment de touristes internationaux. Alors, une explication, c'est pas la seule, hein, l'effet prix que je mentionne là, qui est en euros sur le prix du billet, si vous êtes un touriste américain, vous ne le subissez pas parce que dans le même temps, vous avez un mouvement d'appréciation du dollar qui compense en partie cette hausse du prix du billet. Donc il y a ces effets de valeur qui jouent et qu'il faut prendre en compte lorsqu'on se passe du point de vue du touriste qui arrive. On aura l'occasion de décliner cette question des coûts et des impacts sur les prix locaux un peu plus tard dans la présentation pour voir que du point de vue des habitants des territoires, la situation peut se présenter un peu différemment. Mais alors, je reste sur les entreprises. Le contexte que j'ai mentionné, caractérisé par cette hausse des prix de l'énergie et des matières premières, il pèse sur les intrants. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la dynamique
des prix internationaux en matières premières, de matières premières et d'énergie en 2022 est assez singulière. En fait, on a une phase d'accélération assez forte, jusque vers la fin du premier semestre. Ensuite, ça ralentit. Euh, Ceci étant, globalement, on a cette hausse du coût des intrants. Alors, les intrants, ce n'est pas simplement l'énergie et les matières premières, c'est tout ce qui entre dans le processus de production. En moyenne, sur l'ensemble des secteurs, la hausse est de 15% avec des variations selon les secteurs. Donc, ça, c'est en soi un motif enfin, peut-être un motif d'inquiétude, c'est une pression externe. On observe également qu'en fin d'année, le coût du crédit des entreprises s'est accentué euh, sur les différentes formes de crédit et dans les différentes zones, euh, de façon assez générale. Euh, mais ça, c'est le constat qui me paraît important. On est toujours dans une situation où la dynamique des encours de crédit reste assez soutenue. Donc, cette situation ne crée pas, à ce stade en tout cas, de difficultés pour les entreprises à accéder au financement dont elles ont besoin, en tout cas au financement bancaire dont elles ont besoin. C'est ce qu'illustre ces deux graphiques. En fait, c'est le même indicateur à chaque fois. C'est l'évolution des encours de crédit aux entreprises, décliné par zone. Et ce qu'on voit, c'est que passé la période de pandémie, la bosse extrêmement spectaculaire qui est marquée par la distribution assez intensive de prêts garantis et bénéficiant de la garantie de l'État, on retrouve une évolution des encours de crédit plus classique, mais qui reste assez soutenu, légèrement inférieur à 5% l'an dans les différentes zones, que ce soit côté Pacifique ou que ce soit côté zone euro. L'autre élément rassurant, c'est que cette situation, cette pression sur les coûts, euh, en particulier. Cette augmentation du coût du crédit n'entraîne pas de modification particulière ou en tout cas susceptible d'inquiéter à ce stade sur la santé financière des entreprises. Quand on regarde les indicateurs de défaillance dont on dispose, ils nous disent deux choses. On a bien une montée des défaillances. Alors, défaillance, j'entends pour être tout à fait précis, c'est la situation où, ça n'est pas la cessation de paiement, c'est la situation où l'entreprise rentre en redressement ou en liquidation judiciaire, mais elle est toujours susceptible de reprendre son activité. On est dans cette phase-là. On voit bien une remontée, mais en fait, qui se situe toujours en dessous de la moyenne de longue période. En fait, on est à peu près 15% en deçà de ce qu'on observait avant la pandémie. Et de fait, quand on interroge les chefs d'entreprise sur leurs perspectives ou leurs visions, leurs craintes en matière de défaillance sur la période à venir, en réalité, ils restent toujours assez confiants. Vous observez ce que montre le graphique de droite, où on voit au fil des trimestres depuis 2021 des réponses régulièrement à la baisse sur la proportion d'entreprises qui indiquent craindre une défaillance de l'entreprise, et ce, pour tous les bassins. Alors, le taux est plus faible dans l'océan Indien, plus élevé dans l'océan Pacifique. Les Antilles-Guyane sont des situations intermédiaires, mais le constat intéressant, c'est que le mouvement est dans le même sens partout. Et là, je m'arrête sur ce dernier constat pour ce qui est des entreprises. Et je passe le ballon à Stéphane qui va vous parler plutôt de l'emploi et de la situation des ménages. Merci. Sur ce graphe à gauche, vous voyez l'emploi salarié privé. Et l'emploi salarié privé,
en 2022, a continué à progresser dans l'ensemble des géographies. Alors, on voit là encore par bassin les évolutions de cet emploi salarié privé avec un marqueur assez fort, une baisse que l'on peut enregistrer début 2020 au moment de la pandémie, très marquée aux Antilles, un peu moins marquée dans l'océan Indien et plus durablement marquée dans le Pacifique. Comme Yvan le disait tout à l'heure, les géographies du Pacifique ont eu plus de mal à retrouver et ne l'ont pas encore totalement retrouvé leur niveau d'avant-crise, même si là, les chiffres de l'emploi montrent que depuis début 2022, elles semblent le retrouver. Mais on est sur une courbe de croissance et c'est le deuxième enseignement qui est plus forte depuis début 2019 et qui, malgré l'accroc avec la crise Covid, poursuit une croissance assez significative tant aux Antilles, Guyane que dans l'océan Indien. Et vous avez en focus à droite une des explications de cette évolution, ce sont les entrées en contrat d'apprentissage dans le secteur privé qui, quand vous les regardez, vont expliquer un tiers de la hausse de l'emploi privé dans les géographies ultramarines. Donc, on a plutôt une évolution favorable de l'emploi dans les Outre-mer en 2022, qui ne se traduit néanmoins pas complètement dans, dans, Tourne la molette. il faut que je tourne la molette, qui ne se traduit pas totalement dans le taux de chômage. Alors bien sûr, le taux de chômage est nettement plus élevé dans les Outre-mer que dans l'Hexagone, vous le savez. Néanmoins, il a légèrement diminué dans une majorité de géographies, sauf à la Guadeloupe et à Mayotte. Mais à La Réunion, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française, y compris à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a une baisse qui est enregistrée du taux de chômage. Et au-delà de ce taux qui est resté élevé, il y a un autre indicateur qui est important, qui est la demande d'emploi de catégorie A, qui est la plus significative, ceux qui sont à la recherche active et nécessaire d'un emploi. Et là, on a une baisse qui est assez importante de cette demande d'emploi, entre 2 et 4% selon les géographies ultramarines avec particulièrement en Guadeloupe et Martinique, là c'est encore davantage, c'est une baisse de cette catégorie la plus dure de 8 à 9% aux Antilles. En revanche, l'un des éléments d'incertitude, Yvan l'a évoqué tout à l'heure, l'inflation a fortement progressé dans l'ensemble des Outre-mer, mais elle reste inférieure au taux national. On peut regarder en 2021, c'est en 2021 que la courbe grise qui représente la métropole franchit le seuil des 2% pour les raisons qui étaient évoquées tout à l'heure avec les difficultés sur la chaîne d'approvisionnement, la hausse de l'énergie. Mais il y a une accélération très nette en début 2022 avec le choc énergétique et la guerre d'agression russe en Ukraine. Et ensuite, on a une diffusion un petit peu de cette inflation à d'autres secteurs, et notamment dans l'alimentaire. On va le développer juste après. Pour autant, cette inflation, et vous le voyez bien, elle est moindre en rythme en outre-mer qu'en métropole, assez significativement dans l'océan Atlantique et dans l'océan Indien, quoique Mayotte tangente la courbe métropolitaine, et également dans le Pacifique. Après un petit pic en Polynésie, on revient même en Polynésie en dessous de la moyenne métropolitaine. Quand on regarde, bien sûr, les dispositifs de l'État ont largement contribué à cette évolution, qu'il s'agisse du prix réglementé sur les carburants, du bouclier qualité-prix, avec les engagements des professionnels de la distribution sur les faibles niveaux, on va dire, sur un panel de produits de première nécessité, avec les engagements de ne pas les augmenter au-delà d'un certain niveau. Quand on regarde plus en détail les courbes de l'inflation et la hausse des prix de l'énergie, elle s'est modérée au second semestre. Elle a été particulièrement vive en rythme annuel au premier semestre de l'année, avec une tendance en métropole, vous voyez, de l'ordre de 30% d'augmentation, alors qu'en Outre-mer, on était sur l'océan Indien presque au niveau de la métropole ou au niveau de la métropole, mais qu'il s'agisse de l'Atlantique ou du Pacifique, à des niveaux nettement moindres en rythme annuel. Et
Voilà, on a cette évolution qui est forte, mais qui reste néanmoins inférieure à celle de métropole. Par contre, et c'est le point suivant, la progression des prix alimentaires s'est très fortement accentuée dans l'ensemble des géographies. Et là encore, vous voyez la courbe métropole en gris qui est nettement au-dessus de la courbe de chacune des géographies. Cette fois, c'est particulièrement marqué. Mais pour autant, le poids de l'inflation alimentaire est plus fortement ressenti dans les outre-mer qu'en métropole. Et ce ressenti de l'inflation plus important, il peut s'expliquer par plusieurs, on va dire 2 principaux points. Le premier, c'est que le niveau des prix alimentaires est plus élevé en outre-mer qu'il ne l'est en métropole. La dernière étude comparative, elle est un peu ancienne, je crois que c'est 2015, mais elle montre quand même que les prix de l'alimentaire, des produits alimentaires, sont de 28 à 33 supérieurs dans les GCOM de la zone euro et encore nettement plus dans la zone Pacifique. Et du coup, quand vous avez déjà des prix importants à même niveau d'inflation, l'effet est bien sûr plus important. Ça, c'est la première explication. Et vous avez une deuxième explication sur le ressenti, ben, c'est la part des populations modestes. Alors que vous regardiez à cette part de population à travers le seuil de pauvreté, que vous le regardiez à travers le décile de revenus en comparant le décile des 10% les plus hauts revenus par rapport aux 10% les plus bas revenus, que vous regardiez par la part, je dirais, des prestations versées dans le revenu des ménages, dans tous ces éléments, vous voyez qu'en outre-mer, les seuils de pauvreté sont plus importants, les inégalités de revenus sont plus importantes en métropole et également sur la part des revenus des ménages. Peut-être un exemple, les prestations versées sociales dans les revenus des ménages, c'est 6% à peine en métropole, quand en Martinique et en Guadeloupe, c'est 12 à 14%, en Guyane et à La Réunion, c'est 16%. Vous voyez, c'est une proportion de 1 à 2,5. C'est-à-dire qu'il y a une part de la population qui a des revenus plus modestes, pour lesquels, bien sûr, la part de l'alimentaire qui est vitale a un effet et a un ressenti d'inflation plus important. Quand on regarde de façon macroéconomique, sur la diapositive suivante, on voit, là, c'est un indicateur qu'on suit très régulièrement, qui est celui de la consommation des ménages à travers les paiements effectués en carte bancaire. Et on est à un rythme d'évolution, c'est la courbe noire pour ce qui concerne l'outre-mer et orange pour la France en dehors de la métropole, en dehors de l'outre-mer, pardon. Donc la courbe noire montre qu'on est à un rythme de croissance des paiements par carte bancaire en glissement annuel supérieur à 5%, qui est supérieur au niveau d'inflation actuellement constaté en outre-mer. Donc nous n'avons pas d'alerte sur l'évolution de la consommation des ménages à travers cet indicateur. Toutefois, on a un point de vigilance, on ne vous le montre pas dans les graphiques ici, mais ce point de vigilance, il concerne les importations de biens dans les différentes géographies ultramarines, pour lesquelles on a des fortes augmentations en valeur, mais quand on les corrige et qu'on regarde les augmentations en volume, on voit qu'on est en train de se stabiliser en volume en fin d'année. Donc ça sera un indicateur à suivre tout particulièrement sur l'exercice et l'année 2023. Dans ce contexte un petit peu général, comment ont évolué les encours bancaires en faveur des ménages? On a regardé tout à l'heure les encours bancaires en faveur des entreprises. Vous aviez un pic à la hausse des encours pour les entreprises, mais pour les ménages, c'est le contraire, puisqu'ils n'ont pas eu accès aux éléments de consommation, et donc vous avez un creux en 2020 sur l'encours des crédits de consommation. En revanche, les crédits à l'habitat, avec le décalage dans l'instruction des dossiers, c'est la courbe bleue. Vous voyez une légère pente à la baisse en 2021, mais pour autant, et c'est le même phénomène que pour les entreprises, on retrouve en 2022 le rythme de croissance des encours que l'on avait avant la pandémie. Donc là encore, dans le secteur bancaire, à travers les indicateurs qu'on peut suivre d'encours du crédit du ménage, tant dans la zone euro que dans la zone franc-pacifique, on n'a pas d'évolution défavorable. Toutefois, et c'est la diapositive suivante,
On a regardé tout à l'heure les taux des crédits aux entreprises. Là, on a les taux des crédits aux particuliers, la consommation sur les deux graphes du haut et les crédits à l'habitat sur les graphes du bas. Le coût du crédit pour les particuliers a certes moins progressé qu'en France entière et reste encore aujourd'hui peu élevé, mais on est clairement sur une courbe ascendante. Alors bien sûr, je ferai juste deux remarques. Un, on a une augmentation, une tendance à l'augmentation qui est moins forte que pour les entreprises. C'est lié au fait que là encore, c'est un peu comme les crédits à l'habitat dont on a vu l'encours baisser qu'en 2021, il y a des temps d'instruction qui sont plus longs. Mais surtout, on a un rétrécissement de l'écart de taux que l'on voit bien dans les courbes rouges à droite avec la métropole. Voilà, donc cette hausse des taux d'intérêt, elle peut également demain poser un questionnement sur la dynamique des crédits aux particuliers. Alors ça, c'est 2022. 2023, c'est là où on peut identifier des incertitudes, ou en tout cas des incertitudes plus grandes dans l'environnement macroéconomique. Stéphane vient d'évoquer l'évolution du coût des crédits aux ménages. Rappelez-vous aussi l'observation qu'on a faite un peu plus tôt sur l'évolution du coût du crédit aux entreprises. Dans les deux cas, de façon peut-être un peu plus accentuée pour les entreprises que pour les ménages. En fin d'année, un mouvement d'augmentation qui se situe en réalité dans un contexte où la Banque centrale poursuit la remontée de ses taux d'intérêt. C'est un mouvement qui démarre en réalité au milieu de l'année 2022 et ensuite qui est mené de façon progressive, mais assez rapidement, et qui se poursuit. C'est vrai dans la zone euro, hein, ça c'est le processus dit de normalisation de la politique monétaire de la BCE. On est sorti de la situation de taux d'intérêt négatif. Et vous voyez qu'en fin de période, enfin sur la dernière observation, on a des taux directeurs qui se situent entre 3 et 3,75 donc sur la date la plus récente. Ce processus de normalisation a été décliné de façon assez similaire dans la zone IE-HOM, non pas simplement pour répliquer ce que fait la BCE, mais les enjeux sont les mêmes. Ce qui est en jeu, c'est conserver la maîtrise, l'ancrage des anticipations d'inflation autour de la cible. Dans le cas de la zone euro, on a une cible d'inflation qui est à 2%. Donc, l'objectif de cette politique de relèvement des taux d'intérêt directeurs, c'est faire en sorte d'arrêter le mouvement d'accélération des prix à la consommation, enclencher une décélération qui nous ramènerait autour de 2% à l'horizon 2024-2025. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans les prévisions macroéconomiques qui sont aujourd'hui établies par la Banque centrale européenne et par la Banque de France. Côté IEOM, quand je dis que le mouvement est similaire, mais qu'il ne s'agisse pas simplement d'une réplique de ce que fait la BCE, c'est parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. On a une politique monétaire qui vise à la fois à maîtriser l'inflation sans qu'on ait assorti cet objectif d'un objectif quantitatif précis. Mais il y a aussi une préoccupation sur la poursuite du soutien à la croissance et au développement économique. Et il y a une troisième préoccupation qui est d'assurer suffisamment de liquidité au secteur bancaire pour que celui-ci puisse continuer à fournir aux économies le financement dont elles ont besoin. Donc il y a ces trois objectifs qui se déclinent côté IEOM selon des instruments un peu différents, mais du point de vue de la séquence des taux directeurs, on a également un relèvement progressif qui, selon les instruments, nous met aujourd'hui sur des taux directeurs qui sont entre 3 et 4%, un peu moins de 4%.
Ça c'est la séquence monétaire. Sa motivation, encore une fois, c'est garder l'ancrage des anticipations d'inflation. Le mécanisme, en fait, qui est à l'œuvre, c'est une forme de pression sur la demande qui amène à réduire progressivement la pression de la demande sur l'offre et conserver la maîtrise des prix. Avec une précaution, ce qui explique le caractère progressif, c'est de ne pas casser non plus le financement de la croissance. C'est l'enjeu que soulignait Stéphane tout à l'heure. Derrière le durcissement du coût du crédit pour les entreprises et pour les ménages, on fait très attention à ce que ça n'entrave pas la possibilité pour le secteur privé d'accéder au crédit. Donc ça c'est un élément important et un élément aussi de complexité pour la conduite de la politique monétaire. Alors, les chefs d'entreprise, d'abord, dans cette affaire, comment est-ce qu'ils considèrent la situation quand ils se projettent un peu? Quand on les interroge, la réponse varie selon qu'ils se prononcent sur leur perspective d'activité ou sur leur perspective de prix ou d'investissement. C'est vrai que c'est l'objet du tableau qui est ici à l'écran. S'agissant de l'activité, alors là, on est sur du court terme. En fait, la projection qu'on a, c'est on les a interrogés en tout début d'année sur les perspectives pour le trimestre à venir. On aura les résultats, l'observation du premier trimestre d'ici quelques semaines. Enfin, on voit que sur le premier trimestre, les réponses varient. Voilà, on n'a pas de réponse homogène entre les territoires où il y a une assez grande confiance dans la poursuite de la croissance de l'activité et puis ceux où, au contraire, la crainte est plus marquée. On retrouve par exemple la Guyane que j'avais initialement un peu singularisé pour expliquer l'impact de la situation géopolitique sur les activités spatiales en Guyane. Sur les prix, la réaction est plus homogène. Là, clairement, il y a une perspective ou une crainte de devoir renforcer les prix de vente. Il y a toujours cette pression sur les prix des biens qui rentrent dans le processus de production. La tentation ou l'obligation pour les chefs d'entreprise, c'est de répercuter ces hausses sur leur prix de vente pour préserver ou voire accroître leur marge. Donc là, on se retrouve, là, c'est la psychologie hein, des chefs d'entreprise, ce sont leurs attentes. La réalité dépendra de ce qu'on observe sur le terrain en matière de conditions de concurrence, de capacité des chefs d'entreprise à répercuter les hausses de coûts qu'ils enregistrent. C'est l'un des enjeux de la politique monétaire, parce qu'il est important dans ce contexte que la référence de prix, la référence d'anticipation que les chefs d'entreprise aient, c'est bien l'assurance que le banquier central agira autant que nécessaire pour conserver cette maîtrise des anticipations. Donc là, il y a un enjeu très fort de crédibilité. Donc, il faut comprendre le mouvement que j'ai présenté sur l'évolution des taux d'intérêt directeurs comme visant assez directement à contenir ce type d'anticipation. C'est la première chose. S'agissant des ménages, et outre-mer, Stéphane l'a rappelé, et je l'illustre, donc en partie c'est une redite, mais je crois qu'il faut vraiment bien le garder en tête parce que c'est extrêmement structurant. On est dans des situations où on a des niveaux de prix relativement élevés. Les écarts par rapport à l'Hexagone sont illustrés sur cette diapo, hein. Selon les géographies, donc là vous avez des écarts en pourcentage, vous voyez que ça varie, hein. Mais ça peut atteindre, comme dans le Pacifique, des pourcentages assez élevés. C'est un calcul qui date de 2015, qui est fait par l'INSEE, notamment les instituts statistiques du Pacifique. On devrait avoir une actualisation de ce calcul cette année. Hein, je ne sais pas si Marina, on a une idée un peu plus précise de quand ce sera disponible, mais enfin, ça sera absolument intéressant de voir comment ces écarts ont pu évoluer au fil du temps.
Mais ça reste manifestement un facteur assez structurant. Et ce qu'on se dit, c'est que dans ce contexte où les écarts de prix sont élevés et où l'inflation accélère, il peut y avoir une fragilisation de la confiance des ménages qui entraverait la dynamique de la consommation. Ça, c'est le constat offert par Stéphane tout à l'heure en décrivant la situation des ménages. Donc, clairement, pour 2023, voire au-delà, c'est un point d'attention. C'est un point d'attention qui est d'autant plus marqué que, si on sait que une bonne partie des ménages tirent l'essentiel de leurs revenus, non pas de revenus du travail, mais de revenus sociaux. Donc, on a une configuration, bon, là, on est en moyenne, hein, où on a affaire à des populations relativement fragiles, dont les revenus dépendent de sources publiques, qui ont une propension à consommer assez forte et qui peuvent être contraintes dans leurs dépenses de consommation par une accélération des prix qui ne serait pas opportune. Donc ça, c'est le deuxième enjeu pour la politique monétaire. Le mouvement de resserrement, de relèvement progressif des taux d'intérêt directeurs, il faut aussi le comprendre comme ça. Ça c'est vraiment l'enjeu. Garder cette maîtrise des prix. Et pour finir, et mettre en perspective ce qu'on vous a dit sur la dynamique conjoncturelle passée, récente et puis à venir, il nous semble important d'éclairer la situation aussi sous un angle plus structurel et de mettre en évidence deux défis. Il y en a beaucoup, hein, outre-mer, mais il y a deux qui nous semblent devoir être mis en exergue. Le premier, c'est tout ce qui a trait à la transition climatique, la transition énergétique. C'est un enjeu mondial, c'est un enjeu pour tout l'ensemble de territoires. Ça l'est encore plus pour des territoires fragiles ou en retard de développement. Le risque climatique, c'est d'abord un risque physique. Donc, en particulier dans des économies particulièrement exposées aux accidents climatiques ou météorologiques. D'où cette notion de nécessaire transition. La transition, c'est ce qui doit ramener sur une trajectoire d'émissions de carbone compatible avec une élévation de température qui reste maîtrisée, inférieure à 1,5 degré, voire 2 degrés. Au-delà, on sait que on entrerait dans une situation où on rentre dans une situation où on a une accentuation de la fréquence des accidents météorologiques et non seulement de leur fréquence, mais aussi de leur impact. L'enjeu, c'est comment assurer cette transition énergétique. Donc, on connaît l'impératif, on connaît un peu moins le chemin, mais il nous semblait important d'illustrer le fait que un des aspects de cette transition énergétique, c'est l'évolution du mix énergétique outre-mer et faire le constat que dans certains cas, comme en Guyane ou comme en Polynésie, on a déjà fait un bout de chemin sur l'extension de la part dans ce mix des énergies renouvelables, que le chemin à faire est plus long ailleurs, mais c'est un enjeu, il faut le voir comme une opportunité et des investissements qui peuvent être faits d'ores et déjà, qui sont faits d'ores et déjà, qui sont en cours en Guyane, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Il faut les étendre, il faut les renforcer, il faut les multiplier. Il y a un vrai enjeu de financement derrière, de mobilisation du financement public, mais aussi privé, à cet effet. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est ce qui a trait aux infrastructures, notamment aux infrastructures portuaires. Le constat qu'on fait, dit de façon très rapide, c'est que pour les territoires insulaires, le fait d'être ou pas sur des routes maritimes internationales marque une différence dans leur capacité
à s'insérer dans la dynamique de la croissance mondiale. Vous pouvez prendre quelques exemples en Asie ou au cœur de la Méditerranée. Vous avez des îles comme Singapour ou comme Malte, qui sont deux grandes zones portuaires disposant de ports en eau profonde et qui leur apportent un afflux de capitaux d'investissement étrangers absolument massif et qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que alors, ce n'est pas les seuls facteurs, il y a des enjeux de gouvernance à la clé qu'il faut maîtriser, mais qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que là, on a affaire à des territoires, ce sont tout petits territoires, toutes petites îles, parfois de taille, de superficie beaucoup plus petite que ce qu'on observe outre-mer, et qui arrivent à des performances en termes de revenus habitants qui sont parmi les meilleurs. Donc, je fais l'analyse de façon très raccourcie. On identifie un enjeu en la matière. C'est intéressant de voir où en sont les différents territoires. Et en fait, il y a cet indicateur qui est calculé par la CNUSED, qui est le programme des Nations Unies pour faciliter l'insertion des pays en développement dans le commerce international. Qui donne à penser que, vous voyez, une bonne insertion, une bonne connectivité, c'est autour de ce niveau de 40, vous voyez quelques pays qui y sont. Quand on regarde par bassin, on peut se dire que des régions comme La Réunion ou à degré moins Martinique et Guadeloupe ne sont pas à ce stade si mal positionnées. Donc, il y a un potentiel, il y a probablement un enjeu pour renforcer les investissements en matière portuaire. On sait que c'est un axe important. Enfin, je ne fais aucune révélation en la matière. Mais ce qui est clé, c'est de bien être convaincu parce que il ne suffit pas de l'identifier, il faut aussi pouvoir mobiliser les capitaux qui permettraient de poursuivre, d'achever cette modernisation. Donc voilà les deux éclairages qu'on voulait offrir. Clairement, pour nous, pour les instituts, ce sont deux axes de réflexion importants. C'est un travail qu'on continuera d'approfondir, un terrain qu'on continuera de labourer. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire. Et maintenant, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Est-ce que juste, vous pourriez vous présenter pour les gens qui sont à distance et qui sachent qui vous êtes, si ça vous va. Consenti. J'ai une double question. Une première question sur les. Première question vraiment sur les Antilles. Est-ce que parce que vous dites qu'il y a des incertitudes pour 2023 et notamment autour de la consommation, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez qu'il y a un niveau qui pourrait être atteint, un effet de seuil, c'est-à-dire un moment où l'inflation pourrait. À quel moment en fait? Où est-ce que vous situez ce niveau? Est-ce que vous le craignez? Est-ce qu'au bout d'un moment, on atteint un seuil et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La consommation chute, je sais pas, les économies s'effondrent. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et vu que ce sont des économies de transfert en plus, hein, vous l'avez dit vous-même. Et donc voilà, donc ça c'est la première question. Et une deuxième question, plus sur l'Océanie, sur votre rôle de banque centrale, puisque le franc Pacifique est, enfin, vous avez montré aussi le graphique, c'est vraiment arrimé à l'euro et à la politique. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé en Polynésie? Il y a eu un problème d'inflation, quoi. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que dans votre graphique, là, il y a un moment où ça crève le plafond en Polynésie et quand on sait en plus les niveaux de prix complètement quoi, en Polynésie, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Merci. Alors, bon, on n'est pas très nombreux, donc bon, je vais répondre à ces questions, puis on en prendra d'autres. Donc, je prends la question sur les Antilles
et je laisserai Stéphane parler de la Polynésie. La question sur les Antilles, en fait, on peut la reformuler en termes généraux parce que pour moi, votre question, elle renvoie à finalement la nature de l'inflation et pourquoi est-ce que l'inflation, quand elle est excessive, est une mauvaise chose. Je vais juste le rappeler, puis revenir plus précisément au contexte que, que vous soulevez. Euh, En fait, pour imaginer les choses, il faut se mettre dans des situations extrêmes. C'est-à-dire des situations d'hyperinflation ou à l'inverse, hein, au contraire de l'hyperinflation, c'est pas la moindre inflation, c'est la déflation. Euh, bon, je reste sur l'hyperinflation. Donc, on a connu ce genre de situation historiquement en Europe, euh, en Afrique, en Amérique latine, enfin, en Amérique. Donc, c'est une situation où en réalité, vous avez les inconvénients suivants. Je prends vraiment volontairement cet exemple, mais ce n'est pas très différent lorsque vous commencez à rentrer durablement dans une inflation à 2 chiffres. C'est que vous n'avez plus de repères, vous n'avez plus d'encre. Donc, vous êtes une entreprise que pour faire, préparer vos investissements, définir votre plan de financement, vous avez besoin de repères. Il vous faut une encre nominale. Si vous ne l'avez pas, vous ne savez pas faire ça. Donc, vous créez une situation d'incertitude maximale qui pénalise les investissements. Donc, les investissements sont retardés. Vous entrez dans des investissements et au final, vous pénalisez votre activité, vous pénalisez les recrutements. Donc, l'inflation, c'est ça. C'est quelque chose qui finit par enclencher une situation où en réalité, la croissance s'effondre et le vrai risque qu'on veut éviter du point de vue du banquier central, parce que ça, c'est la configuration qui est la plus difficile à gérer, c'est ce qu'on appelle une forme de néologisme, la situation de stagflation. Vous avez la fin de l'inflation, on n'a pas d'activité, on n'a pas beaucoup d'atouts pour gérer ça. Donc ça c'est l'enjeu. Bon, est-ce qu'il y a un risque qu'on rentre dans une situation comme ça? Je dirais que la bonne nouvelle, c'est que si on raisonne sur, il faut le décliner par territoire. Si on raisonne sur l'ensemble France entière, les projections qu'on a aujourd'hui côté Banque de France sur la dynamique de l'inflation en France, mais c'est aussi vrai sur la zone euro, c'est que les éléments d'information dont on dispose aujourd'hui, sur la base de ce qu'on sait de l'environnement international, et compte tenu de l'orientation qui est donnée à la politique monétaire, c'est que on va atteindre un pic d'inflation quelque part cette année. Le pic d'inflation veut dire que ça continue de progresser, ensuite ça ralentit. Vous avez des indicateurs qui le montrent très clairement. Je le mentionne au passage parce que ce n'est pas des choses qu'on peut répliquer outre-mer, mais c'est intéressant à considérer. Euh, on peut mesurer les anticipations d'inflation, par exemple, par des indicateurs dont on dispose ou qu'on peut collecter sur les transactions financières, sur les marchés financiers, extraire l'information. Quand on regarde ce type d'indicateur, on voit une espèce de courbe en cloche, si vous voulez, avec un pic et puis une décélération. Cette année. Cette année. Alors, la décélération, elle ne s'achève pas cette année. Si l'objectif, c'est de revenir autour de 2%, ce n'est pas cette année, mais c'est plutôt 2024-2025. Donc, c'est un processus qui est assez long, qui est assez lent. La décrue, elle ne s'opère pas d'un coup. Il faut également considérer que l'inflation, en fait, les taux d'intérêt qui doivent peser sur la demande et aider à contenir l'inflation, stabiliser le champ, ces taux d'intérêt, euh, ils ne produisent leur effet que progressivement. Donc, l'idée, c'est qu'il est important de maintenir l'action, avoir une orientation assez continue pendant un certain temps pour que ça fonctionne. Donc après, la question, c'est pendant combien de temps? Parce que question que vous pourriez me poser, c'est mais si la clé c'est ça, c'est jusqu'où va-t-on dans le durcissement des taux d'intérêt directeurs? Là aussi, je me réfère, je ne veux pas donner mon point de vue parce que je serais en conflit d'intérêts et je ne peux pas vous dire en fait ce que je ne décide pas, ou si je le décide, je ne peux pas vous le dire non plus. Bon,
la décision de taux directeur, c'est une décision du Conseil de la Banque centrale, donc ce n'est pas ici qu'on la prend. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la perception des acteurs, des investisseurs, etc. Leur perception, c'est que cette dynamique devrait s'interrompre autour de l'automne de cette année. Donc, tout ça on contribue à dire ou à considérer que on est plutôt dans une situation où on peut être assez confiant, je le dis avec beaucoup de prudence, sur la base de ce que l'environnement international nous dit aujourd'hui. On peut être assez confiant dans un retournement et l'enclenchement d'une décrue qui nous empêcherait d'entrer dans une situation un peu extrême comme celle que je décrivais initialement. J'espère que j'ai répondu à la question. Peut-être sur la Polynésie, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en ligne de compte. D'abord, la première des choses, il faut la regarder, l'inflation aujourd'hui est revenue en Polynésie à un niveau inférieur à celui de la métropole. Donc ça, c'est le premier élément pour bien l'avoir en tête. Deuxième élément, l'inflation telle qu'elle est présentée, elle est en glissement annuel. Vous pouvez avoir des effets liés à la concomitance d'augmentations qui sont intervenues au cours de 12 mois. Et une fois qu'on est au 13e mois, les augmentations d'il y a 12 mois vont disparaître. Et c'est grosso modo ce qui s'est passé. Donc il y a eu un effet rattrapage en tout début d'année 2021 sur des inflations importées. Et cet effet rattrapage s'est cumulé avec d'autres effets inflationnistes en 2021 qui fait qu'en fin d'année, on a un taux qui est de 8,5% et qui redescend en 2 mois à moins de 6%, donc inférieur également au taux métropolitain. Voilà. Donc, ce n'est pas facile à expliquer, mais si vous voulez compléter votre explication, vous regardez aussi qu'il y avait un retard d'inflation en Polynésie, puisqu'on était à une inflation qui a été inférieure à 2% sur l'ensemble de l'année 2021, alors qu'elle était plus élevée en métropole. Et l'année d'avant, on était avec une inflation négative en Polynésie. Donc, il y a eu des effets de rattrapage en début d'année, plus les effets du choc inflationniste dans le courant de l'année qui se sont cumulés et qui sont en train de s'effacer. Voilà un petit peu la compréhension de ce pic un petit peu atypique. Mais là, en rythme annuel, on est revenu à un rythme qui est inférieur à 6%, à 5,7%, qui est légèrement inférieur à celui de métropole. Mais de votre point de vue d'institut, avec les chiffres que vous nous avez présentés aujourd'hui, l'inflation et le niveau de prix vous paraît supportable ou normal en Polynésie ou parce que les éléments que vous nous avez présentés décrivent un niveau de prix en Polynésie française assez hallucinant quand même. Là, on est non ou alors non. Les niveaux de prix historiquement et dans les études qui ont été publiées par les différents organismes sont plus élevés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie qu'ils ne sont dans les autres outre-mer. Ça, c'est une constante historique. Cet écart de prix historique est admis et vécu complètement par les populations. Donc là, on a effectivement en Polynésie un moment conjoncturel, mais qui est vraiment lié à la concomitance sur une année de différents phénomènes d'inflation qui ont touché différents segments. Et une fois cette concomitance passée, on revient à un rythme normal. Maintenant, est-ce que c'est acceptable en Polynésie plus qu'ailleurs? Le phénomène inflationniste n'est pas propre à la Polynésie. Le phénomène inflationniste est général, il touche l'ensemble de la zone euro, y compris les Outre-mer, et dans des proportions qui peuvent être relativement nuancées, un peu plus, un peu moins, etc. Les petites géographies du Pacifique qui sont beaucoup moins intégrées au sein de l'Union européenne que ne le sont les Outre-mer de la zone euro. Donc, il y a des écarts, il y a les mécanismes de formation des prix qui sont différents. L'énergie n'est pas réglementée de la même façon. Le prix de l'électricité n'est pas, à la différence des SOM de la zone euro, un prix de l'électricité uniforme au prix de l'électricité des ménages. Voilà, il y a des nuances dans la constitution des prix dans le Pacifique qui expliquent quelques écarts. Mais quand on re-regarde, certes, il y a eu un pic dans le dernier trimestre de l'année 2022, on est tout à fait d'accord, mais ce pic, on est revenu à un niveau comparable à celui des autres géographies et en adéquation avec la situation internationale. Je vais compléter
dans le sens suivant, en refaisant le lien avec la politique monétaire. Je vais le dire comme ça. Il faut faire la distinction entre la photo et puis le film. La photo, c'est le constat qu'on a partagé avec vous, c'est l'écart effectivement important de niveau de prix entre la Polynésie et par exemple l'Hexagone, relativement plus élevé qu'ailleurs. La photo, c'est le constat qu'en sortie de pandémie, les prix accélèrent plus vite en Polynésie que dans d'autres géographies. Donc, il y a des particularités, des comportements qui peuvent l'expliquer. Cette situation de prix, elle est la combinaison de plusieurs comportements, celui des entreprises qui répercutent leur coût de production. Donc, en soi, il n'y a aucune raison que d'une région à l'autre, les entreprises, on est bien sûr des structures d'entreprises différentes, se comportent exactement de la même façon, mais on fait ce constat. Il peut y avoir la réaction des ménages et la manière dont les salaires sont distribués. Il y a la question des gains de productivité. Donc, en réalité, c'est un processus assez complexe. On n'a pas, je ne peux pas répondre, on ne peut pas répondre de façon très précise, ça mériterait d'être creusé pour voir quelle est la combinaison, la contribution de ces différents facteurs. C'est la photo. Mais l'enjeu plus important, c'est le film. C'est-à-dire que cette situation, ce dont on ne veut pas, c'est qu'elle enclenche une spirale qui ferait que vous auriez des évolutions de prix qui soient en quelque sorte auto-entretenues et qui ferait qu'on perdrait le contrôle des prix, des anticipations et qu'on entrerait dans la situation extrême que je qualifie d'hyperinflation. Je pense que c'est ça le cœur de votre question. Et c'est ça le lien avec la politique monétaire. L'enjeu pour la politique monétaire IEOM, derrière le relèvement progressif des taux d'intérêt, c'est d'éviter que de tels mécanismes ne s'enclenchent. Ou si on en perçoit les prémices, de les casser. Je le dis parce que pendant la pandémie, on a mis en place des dispositifs assez massifs, extrêmement renouvelés, pour fournir de financement au secteur privé via les banques. On a mis en place des lignes de refinancement ad hoc pour sécuriser du financement à bon marché aux entreprises et aux ménages. Mais la responsabilité qui est aujourd'hui la nôtre, au-delà, c'est d'éviter que on rentre dans une situation où on perdrait le contrôle des prix et qui pénaliserait à la fois les entreprises et les ménages. C'est vraiment ça. Et donc, de ce point de vue, on exprime une confiance assez forte dans l'intérêt et le sens de l'action que l'on mène à cet égard. Mais il y a toujours un travail d'explication, de pédagogie à faire pour bien expliquer qu'il ne s'agit pas d'empêcher les entreprises, les ménages d'accéder au financement qu'ils souhaiteraient. Il s'agit de piloter cette distribution de crédit de façon telle que ça soit compatible avec la maîtrise de l'inflation. Après, juste un petit complément, quand vous regardez les graphes sur l'inflation, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie ont maintenu le calcul d'un indice des prix pendant toute la période de pandémie de 2020, 2021 et 2022. Et vous avez constaté des ruptures de série sur les Antilles, la Guyane et la Réunion. Donc, il n'y a pas de photo pendant cette période. Quand vous voyez des petits points épars, vous pouvez voir un petit point au-dessus de la courbe métropolitaine. Donc, il ne faut pas, comme le disait Yvan, trop s'attarder à la photo. C'est vraiment l'évolution globale et l'orientation générale qui est importante. J'imagine que on a pu voir sur les ménages
l'AFI, ce genre de... Est-ce que ça peut avoir un impact? L'énergie, par exemple, produite localement. En fait, derrière cette question de cherté de la vie, de coût de la vie, évolution des prix qui est importante pour les ménages, on parle des prix à la consommation, en fait, il y a une double dimension. Il y a la dimension prix, le constat qu'on fait qu'on a des niveaux de prix qui sont assez élevés, puis il y a aussi une dimension revenu. Le constat est d'autant plus, je dirais, dur à digérer ou à absorber que on a des revenus qui peuvent être pas très dynamiques ou pas, en tout cas, les revenus du travail, pas suffisants. Donc, un des enjeux, je pense, de cette modernisation, de cette transformation, c'est aussi pour ça qu'on parlait d'opportunités ou d'atouts à développer, installer des activités qui permettent de dégager davantage de revenus pour l'ensemble des habitants. Alors, évidemment, tant que ce n'est pas concret, ça peut ressembler à une sorte de vœu pieux, mais je crois que dans l'action, c'est important de définir d'abord des objectifs, de définir des cibles. Donc nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire. On est en train de les formuler, c'est le sens des analyses que l'on fait. Quand vous avez les objectifs, vous pouvez définir les actions et vous pouvez ensuite définir une stratégie qui vous permette de déployer ces actions au service des objectifs que vous avez identifiés. C'est ça le sens de cette affaire. Ça n'est pas simple, c'est au contraire extrêmement difficile. On l'aurait déjà fait. Mais moi, je crois que il faut sortir d'une situation où on se borne à faire des constats, à faire le constat de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui ne marche pas. Il faut sortir de constats où on se contente de faire des choses ponctuelles, éparses, qui ne sont pas sur une ligne stratégique qui permettent d'avoir une action continue, persévérante, durable. Ce que je dis là, c'est si on arrive à dérouler ce type d'action, les effets, ils ne sont pas demain, ils ne sont pas après-demain, ils sont à long terme. C'est évident. Alors, il peut y avoir des effets d'aubaine, hein, mais enfin, ça n'arrive pas tous les jours. Moi, je considère que notre responsabilité, c'est d'essayer de donner du sens aux actions qui doivent être menées. Et si vous voulez, le constat sur la transition énergétique, en réalité, il part de constat qui est que si les émissions de carbone, de gaz à effet de serre continuent sur la trajectoire sur laquelle elles sont depuis le début du siècle, on arrivera à des environnements de vie qu'on ne pourra pas contrôler, où les premiers pénalisés, ce seront les territoires les plus fragiles. Ça c'est ça. Ça, c'est plus un objet de débat. Ça l'était pendant, peut-être encore il y a encore 10 ans, encore plus il y a 20 ans. Je veux vous dire que moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions à la Banque centrale, euh, on va dire à la Banque centrale, dans le contexte de la Banque centrale, il y a 6-7 ans. On était à une étape de l'histoire où tout ça soulevait un grand scepticisme. On ne comprenait pas et on ne voyait pas ce qu'on avait à y faire. Les choses ont complètement changé. Ça ne veut pas dire que c'est plus simple à faire, mais on sait ce qu'il faut faire. C'est ça l'enjeu. Nicolas Levin, Radio Carré International. Pour rebondir sur la question, sur le développement portuaire, c'est une question qui se pose actuellement dans les auditions sur le côté à l'Assemblée nationale, sur les échanges dans la zone, par exemple, caribéenne au centre de Guyane, et sur la possibilité aussi d'offrir des opportunités économiques pour les entreprises locales d'exportation. Est-ce qu'il y a aussi ça à travers votre réflexion? Oui, absolument. On sait, là, je me réfère à des analyses qui ont été faites par l'autorité de la concurrence pour essayer de comprendre comment se forment les prix. On sait que dans le cas de l'outre-mer, la part liée au fret est relativement importante. Donc, une espèce de spécificité qui doit conduire en fait à tout faire pour être en situation de maîtriser ce type de coût, donc avoir des infrastructures qui
qui évite effectivement de dépendre d'approvisionnements trop lointains, trop coûteux. Donc ça, c'est clairement, je pense, un des enjeux. C'est-à-dire que une façon de lutter et de retrouver des niveaux de prix plus acceptables, ça serait en fait, si on pouvait faire, d'éliminer cette composante qui, pour le coup, aujourd'hui, n'est absolument pas maîtrisée ou maîtrisable par les économies locales. Donc, c'est c'est une façon aussi de retrouver la maîtrise de ces. Je vais essayer peut-être Tu veux répondre, Marina? cette question plus précisément. Vous connaissez Marina. Tout à l'heure, quand j'ai mentionné euh, les personnes des équipes qui avaient contribué au travail, il y a des équipes du siège ici et des équipes à Paris. Marina dirige l'équipe du siège qui a coordonné ce travail. Merci pour votre question. Ce n'est pas une question facile. Vous avez bien vu, oui, l'accélération des contrats d'apprentissage. Alors, c'est depuis 2020, c'est pas depuis 2000. C'est l'effet, on va dire, du plan de relance pendant le Covid, où il y a eu beaucoup de contrats aidés. Donc, il y a eu beaucoup de propositions de contrats d'apprentissage. Et ça a permis, voilà, de créer de l'emploi, enfin, d'encourager en tout cas à très court terme. Alors, le chômage n'a pas évolué. Alors, le taux de chômage, c'est un petit peu différent puisqu'il y a un dénominateur du chômage. Donc, il y a les numérateurs, c'est ceux qui donc recherchent un emploi, mais il y a aussi les dénominateurs qui, là, sont moins faciles, enfin, évoluent de manière plus inerte et sont plus importants puisque c'est la population active. Donc, on va avoir des effets, on va dire, de dénominateur et dans certains territoires, on va avoir un effet aussi de contraction en fait, de cette population active. Donc, du coup, le taux de chômage ne bouge quasiment pas. Hein. Sur certains territoires où vous avez un vieillissement démographique, notamment aux Antilles, vous avez donc un taux de chômage qui reste assez stable en fait. Hein. C'est un effet de calcul en fait, hein. Mais ça traduit aussi on va dire les mouvements à l'œuvre aussi sur d'autres plans, hein, c'est d'autres registres, hein, mais donc sur cette question enfin, difficile. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'on salue quand même voilà, cette progression de l'emploi, parce que c'est quand même un truc très positif, même si voilà, ça met du temps à se concrétiser dans les taux de chômage. La catégorie A, c'était davantage favorable. Comment on explique du coup ce différentiel entre l'IA et les autres catégories? Je sais que parfois il y a des seniors qui peuvent être. Est-ce que c'est lié à ça? Là, il faudrait que je regarde plus précisément, parce que là, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais je peux prendre votre point et je vous réponds après la conférence. Non, mais les questions sont intéressantes. Donc, en matière d'emploi, la difficulté, c'est qu'effectivement, on a différentes grilles de lecture. Je crois que l'emploi, c'est important parce que l'emploi qui est dynamique, ça veut dire que donc vous avez des entreprises qui fonctionnent bien, qui embauchent. Quand vous avez ça, il faut le prendre. Ensuite, on aimerait bien que les emplois soient suffisants pour pouvoir enclencher et permettre d'embaucher toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi. Donc, vous avez un effet de stock. Le lien entre les créations d'emplois, par des créations nettes d'emplois, et puis la réduction du stock de chômage, il n'est pas immédiat.
Vous avez dans le chômage un certain nombre de personnes qui, à force d'être au chômage, deviennent inemployables. C'est des gens qui n'ont pas niveau de formation suffisant. Donc, le paradoxe, c'est que vous pouvez avoir une situation d'offre d'emploi ou de secteurs qui ont besoin de force de travail et une impossibilité de pourvoir à ces emplois. Et c'est ce qu'on observe dans certaines situations. On fait ce constat, enfin, on n'a pas de statistiques globales, mais on a des observations peut-être un peu plus qualitatives qui font le constat de ce qu'il y a une forme d'inadéquation entre les offres d'emploi et les compétences disponibles pour pouvoir ces emplois. Donc, il y a une partie de ces emplois, des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, je dirais, facilement. Donc ça renvoie à l'autre enjeu qui aurait pu, quand je disais que les défis sont nombreux, qui est celui de la formation et de l'éducation, en fait, c'est probablement la clé. On ne peut pas tout aborder ici et je pense qu'en soi, ça mériterait un développement et une analyse. Mais une partie du gap, il est là. Oui, pas. Dans votre zoom sur le tourisme, vous indiquez que les prix du transport aérien ont fortement augmenté sur l'année, entre plus 25 et plus 45%. Alors, c'est très intéressant parce que c'est les chiffres qui sont très contestés, et en ce moment en particulier. Et du coup, je me demandais quelle était votre source, parce qu'il y a écrit source aéroports locaux, mais je pense que ça concerne plutôt le graphique qui indique le nombre total de passagers, etc. Et donc, est-ce que vous pouvez juste nous dire sur quoi vous vous basez pour dire que le prix du transport aérien a fortement augmenté sur l'année, entre plus 25 et plus 45%? Vraiment, ça m'intéresse. Plaisir. Marina ou Olivier, comme vous voulez. Ou toi, comme tu veux. DGAC. Oui, la source, c'est la Direction générale de l'aviation civile, donc la DGAC. Donc, je peux vous donner les graphiques si vous voulez, c'est des données publiques. DGAC. DGAC. Ok, merci. Mais merci pour la remarque, elle est intéressante et on voit aussi toute la difficulté de cette affaire, de s'entendre sur des chiffres, qu'on ait des références communes. Il n'y en a pas qu'une. Bon, je pense que si vous interrogez les compagnies aériennes, c'est pas ce qu'elles vous diront, clairement. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Je suis sûr qu'elles ne disent pas ça. On a tous fait l'expérience. Si vous interrogez votre entourage ou on aura une autre perception. Mais je pense que c'est important parce que sur cette affaire, vous voyez qu'il fait écho, qui renvoie au débat sur la continuité territoriale et tout ça. Si on n'arrive pas à s'entendre sur les chiffres, c'est compliqué d'avancer. Et donc, parce qu'on ne sera pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Mais moi, je vous renvoie la balle. C'est la DGAC. Non, mais oui, mais c'est important que les journalistes, la presse le disent et... Vous voyez? Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, je vais un peu vite en besogne. Vérifie s'il y a des questions en ligne, oui, c'est vrai. Il y a un chat, les gens peuvent écrire dans le chat, Oui. non? Oui. Non, mais vu le temps, je propose qu'on conclue. S'il y a des questions, et je le dis pour les gens qui sont en visio, vous pouvez toujours nous les transmettre, elles seront bienvenues. La
la présentation qu'on a faite là, il y aura un communiqué de presse. La présentation, je ne sais pas, on la met en ligne, c'est prévu ça? Voilà. Ce qu'il y aura en ligne, de toute façon, ce sont des analyses rédigées qui sous-tendent ce qu'on vous a présenté, et vous les aurez par territoire. Et donc, si tout ça soulève des questions, on est tout à fait preneur. N'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse les prendre en compte et tâcher d'y répondre. Donc, vous vouliez Oui, simplement pour pas qu'on se télescope entre les correspondants à Paris et les rédactions régionales. Pardon. Est-ce que, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il est prévu que l'IOM, localement, fasse une conférence de presse et avec les détails sur ce territoire s'exprime? Oui, c'est prévu, ça aura lieu dans chaque collectivité, absolument. La Calédonie, c'est pas encore fixé, mais ça devrait être en mai, je pense. Parce que l'an dernier, ça avait été quasiment simultané. Oui. Et on n'a pas pu effectivement établir de calendrier coordonné dans chaque collectivité. Donc, ça va se faire plus rapidement dans certaines que dans d'autres, mais il y aura bien le point de situation qui sera fait également en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi.